Alors, nous, on va maintenant s'intéresser à une question qui nous concerne tous, sortir de la routine. J'imagine que c'est une question que vous vous posez, vous, dans votre vie, et qui déborde largement avec des aspects économiques qu'on va étudier. Alors, c'est vrai que la routine, souvent, c'est assimilé à une forme d'ennui, une existence sans surprise. Mais c'est aussi la protection contre les aléas par la force de l'organisation qui fabrique des habitudes. Selon le dictionnaire, c'est l'usage depuis longtemps consacré de faire une chose toujours de la même manière. Alors chacun d'entre nous en est bardé pour avancer dans la vie. En sport, comme en musique, une routine permet d'automatiser le bon geste pour s'abstraire des influences extérieures. Les entreprises l'ont traduit sous forme de règles que les Américains ont appelées process. Les États aussi sont ancrés dans les routines qui forment le squelette de l'administration et de la bureaucratie. On ne peut pas vivre sans routine. Et puis un jour, le monde change. Les règles du jeu ne sont plus les mêmes et nos habitudes se transforment en pièges. Il faut s'adapter et parfois, dans l'urgence, prendre le risque de sortir de son confort pour survivre. Pour les États ou les entreprises, c'est parfois une question de vie ou de mort. Il ne s'agit pas seulement de penser hors de la boîte, mais aussi de changer son mode d'action, sa manière de voir le monde. Et au fond, si vous êtes tous là aujourd'hui, c'est parce que vous avez ressenti, vous aussi, ce besoin de vous soustraire à cette routine infernale des vacances pour vous enrichir intellectuellement. Alors, pourquoi et quand sortir de la routine et comment faire? C'est de tout cela dont vous allez parler ensemble avec nos invités que j'invite maintenant à me rejoindre. Alors, Pierre Deninck, directeur général adjoint d'Engie, il est là. Patrick Artus, chef économiste de Natixis. Pierre Vinard, inspecteur général économie gestion au ministère de l'Éducation. Et enfin, Natacha Pouget, directrice du développement à l'Institut de l'entreprise, qui sera notre grand témoin ce matin. Alors, asseyez-vous, je vous en prie. Prenez votre place. À côté de moi. Hein, voilà. Et Nicolas Sekaki, que j'avais zappé. Voilà. À côté de moi, c'est parfait. Alors, merci. Je perds déjà mes affaires. C'est l'émotion. Pourquoi changer, hein? C'est la question, finalement, qu'on se pose, que tout le monde se pose. Pourquoi, à un moment, on éprouve le besoin de changer ses habitudes? Alors, je vais commencer par Pierre Deninck, parce que, finalement... Engie, c'est un peu un cas d'école de la transformation radicale d'une entreprise. Entre 2011 et 2013, un monde s'est écroulé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors oui, la question est intéressante. Nous disons sans cesse le monde change, ou le monde a changé. En réalité, il a toujours changé. Engie, c'est finalement aujourd'hui un peu plus de 155 000 salariés dans 70 pays, qui est connu pour être énergéticien. Vous le savez peut-être, mais nous étions banquiers, institutions financières il y a très nombreuses années avec la Banque Indo-Suez. Nous sommes devenus énergéticiens, un des principaux ou le principal énergéticien privé. Et puis, finalement, nous allons devenir un opérateur de services. Pourquoi? Simplement parce que d'abord, notre organisation, notre structure a changé. Vous le savez sans doute, nous étions un monopole. Entre 2008, date à laquelle GDF s'est dissocié d'EDF, pour rejoindre donc le périmètre Suez, nous avons perdu un client sur deux. Une partie de l'organisation s'en est pas tout à fait aperçue. Nous avons les mêmes ERP, nous avons les mêmes outils, les mêmes processus, les mêmes process pour prendre vous faire référence à ce que vous disiez. Pour autant, nous avons perdu un client sur deux. Et les mêmes personnes. Absolument, le même effectif. Pourtant, nous avons gagné bien sûr un peu de clients sur l'électricité, beaucoup de clients sur les services, sur des activités complémentaires. Finalement, ce que je veux dire par ici, c'est que nous avons perdu probablement de l'ordre de 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires en fait entre 2011 et 2016. Nous sommes passés de 97 à 66. Une partie d'entre elles s'explique par la dissociation de l'activité de Suez Environnement. Pour autant, notre équation a complètement changé, s'est transformée. Certains disent, en tout cas certaines littératures, font de l'espoir que l'électron
un jour sera mise à disposition gratuitement, comme la ligne téléphonique fixe. Pas tout à fait ce que nous pensons. Pour autant, on le voit bien. Si nous avons des processus, des process, des outils, des solutions qui finalement nous installent dans des fonctionnements structurés, industrialisés, qui nous évitent de voir ce qui se passe avec nos salariés d'abord, avec ensuite nos clients, avec nos concurrents, avec l'innovation, la techno et tout ce qui se développe, alors nous n'aurons jamais capacité de nous adapter. Et c'est toute la transformation que nous avons entreprise en fait en janvier 2016, sortir de la routine évidemment, casser ce cycle incroyable, ou en tout cas ou infernal, potentiellement en tout cas mortifère de la routine, pour nous amener à nous adapter à ce qui est en train de se passer, devenir l'un des pionniers de la transition énergétique, passer de la fourniture d'électrons notamment ou de molécules de gaz, donc énergéticiens à producteurs ou en tout cas fournisseurs également de services. Et ce changement de stratégie, sortir du charbon notamment, et ce changement de stratégie s'accompagne évidemment d'une transformation complète à la fois de l'organisation, pour nos salariés, pour nos clients, pour nos parties prenantes, plus largement, les stakeholders comme nous les appelons. Et c'est ça finalement le challenge et l'enjeu. Sans ceci, nous prenons le risque de ne pas y être à terme. Voilà, parce qu'il faut quand même préciser qu'entre 2011 et 2016, il s'est passé quelques broutilles, comme Fukushima, comme l'abandon par l'Allemagne du nucléaire, comme les gaz de schiste aux États-Unis, et qui ont mis par terre la stratégie d'à peu près tous les grands électriciens européens et mondiaux, mais surtout électriciens. Ce qui est fascinant, c'est non seulement le fait que ceci se passe, mais c'est le rythme auquel ceci se passe. Vous le savez, la RATP n'est pas très très loin. Donc circulera dans quelques années, et très très vite, à l'électricité ou au gaz. La ville d'Amsterdam, avant 2 ans, n'aura plus de taxis qui ne soient pas des taxis électriques. Alors ça ne résout pas tout, pour autant, mais en tout cas le rythme auquel ceci bouge et impose à l'entreprise de s'adapter est absolument phénoménal. Voilà. Et c'est une entreprise déstabilisée finalement par l'évolution du contexte général. Alors, Nicolas Sekaki, donc vous, je disais, vous êtes directeur général d'IBM, PDG d'IBM France. IBM, c'est le plus ancien, c'est le grand papa de tous les informaticiens du monde. C'est aujourd'hui le dernier, enfin en tout cas le plus ancien des géants de l'informatique. Il est resté un géant. Il a donc changé de vie plusieurs fois, donc de changer de routine pour y parvenir. Est-ce que c'est aujourd'hui à nouveau temps de déclarer la guerre à la routine chez IBM? Oui, alors bonjour tout le monde. Oui, d'abord, on a plus de 100 ans d'existence, donc on n'est peut-être pas le grand-papa, on est juste un jeune. Si, 100 ans, c'est pas mal, c'est même un arrière-grand-père. Voilà, on a réussi à survivre. En fait, on a réussi à survivre aux différentes phases qui ont en fait tué certains de nos concurrents, qui n'ont pas su s'adapter. Donc on est une entreprise qui a su s'adapter au travers de grandes révolutions. On peut en tirer à peu près 5 grandes révolutions d'IBM. La dernière étant, il y a une quinzaine d'années, donc il n'y a pas très longtemps, 65% de notre chiffre d'affaires était sur la fourniture de matériel informatique. Donc des grands serveurs, du stockage. Aujourd'hui, ça représente 12% de notre activité. Donc principalement, nous faisons des services, de logiciels et de l'innovation. Donc il faut être capable finalement de lâcher une branche pour aller sur une autre branche pour se réinventer. Donc en fait, la seule chose qui ne change pas, c'est que le changement est permanent. Maintenant, qu'est-ce qu'il est en train de se passer à l'heure à laquelle nous parlons? C'est la rapidité des innovations qui nous arrivent. Cédric Villani a parlé d'intelligence artificielle, de la donnée, d'imprimante 3D, et puis il y a beaucoup de sujets aujourd'hui. On peut parler de la digitalisation, on peut parler du mobile, qui révolutionne, le cloud computing, qui révolutionne l'usage que nous faisons au quotidien, dans notre vie privée ou professionnelle, du système d'information. Et donc quand vous êtes dans une phase, non pas d'évolution, mais de révolution, ce que vous appelez publiquement de la routine, vous allez transformer, finalement, sans parler, un process, c'est-à-dire ce qui régit une entreprise, c'est-à-dire vous faites quelque chose de bien, et vous demandez à tout le monde de le faire de manière cohérente, au niveau de la planète, de manière à être très efficace. Eh bien, quand vous avez une révolution, il ne faut pas rejeter les process, mais il faut être capable de sortir des process, parce que sinon, vous allez continuer à faire ce que les gens prennent l'habitude de faire et rentrent dans une routine qui est de dire « je suis le process ». Donc vous devez en fait avoir un effort très particulier sur la matière humaine, c'est-à-dire l'expérience de dire « non, c'est pas parce qu'on vous dit de faire ABC qu'il faut s'empêcher de faire le reste ». C'est pas parce qu'on est très processé qu'il faut tuer l'imagination et tuer l'expérimentation.
Et là, vous êtes sur un nœud gordien qui est de dire la nature humaine est paresseuse, et nous sommes paresseux, hein. On aime bien le changement à partir du moment où c'est le changement chez les autres. Et bien là, il faut se forcer. On est routinier. Il faut se forcer à sortir de la routine. Il faut se forcer à être curieux, etc. On y revient. Quels sont les facteurs qui peuvent... Sinon, c'est darwinien. La vitesse aujourd'hui de transformation des besoins de nos clients, qui eux-mêmes sont disruptés, et qui donc doivent faire face à une évolution, fait que vous devez, de manière très fondamentale et très rapidement, changer ce que vous faites et la façon dont vous le faites. Sinon, vous disparaissez. Donc, il faut préciser que c'est quand même, vous aussi, l'environnement qui vous contraint à changer. De la même façon que pour Engie, c'est le monde de l'énergie qui a basculé dans quelque chose de tout à fait différent, avec notamment le sujet du nucléaire, le sujet des énergies renouvelables et tout, qui ont remis totalement sur le tapis toutes les stratégies des énergéticiens. Dans votre domaine, au moment où vous faisiez cette mutation vers le domaine des services, sont arrivés toute une ribambelle de jeunes pousses qui s'appelaient Google et les autres, et qui ont inventé autre chose, qui est le numérique, et aussi d'autres process, et donc une autre façon, une autre philosophie de la vie. Il y a deux choses qui vous forcent à changer dans la vie. Il y a la crise, il y a le danger. Quand vous avez un danger, il est très apparent, et là, ça force les gens à changer. Et puis l'autre, c'est l'opportunité. Enfin, si on est très présent aujourd'hui sur l'intelligence artificielle dans la santé, etc., c'est que c'est aussi une opportunité. Donc c'est ces deux facteurs qu'il faut regarder. C'est risque et opportunité. Les deux sujets sont aujourd'hui une nécessité de transformation. Mais c'est souvent le risque qui conduit la nature humaine. Changer. C'est la nature humaine. Voilà. Alors, Patrick Artus, les États, eux aussi, ont ce problème, c'est-à-dire cette nécessité de s'enfermer dans des habitudes, dans un fonctionnement bien réglé, et puis la nécessité parfois de changer de logiciel. On parlait de crise, c'est en général les crises aussi pour les États qui les font sortir de leurs vieilles habitudes. C'est évidemment notamment le cas, ça a été le cas avec la mondialisation, hein, à partir des années 2000. Alors, qu'est-ce qui s'est passé et qui l'a fait, cette sortie de la routine? Quels sont les pays qui l'ont fait? Ce ne sont pas les États, hein, c'est les acteurs économiques dans les États n'étant qu'un de ces acteurs. Oui, le parallèle est assez intéressant. Les nations, on va dire. Alors. Les nations, voilà. Le parallèle est assez intéressant. Si on prend le grand choc qu'ont connu les grands pays, c'est le choc de la mondialisation. C'est la fin des années 90. Il faut se rappeler que à la fin des années 1990, l'Europe importait 1% de son produit intérieur brut des pays émergents. Aujourd'hui, c'est 7%. Hein, donc on est dans un monde totalement différent. Alors ce qui est tout à fait fascinant, c'est de voir le parallèle avec ce qui vient d'être dit. C'est-à-dire que certains pays ont extrêmement vite compris que de rester concurrents des pays émergents était un choix qui les ferait mourir. Hein. Et donc il fallait devenir différents, donc se différencier des pays émergents. Et ce sont des pays qui ont modernisé leur industrie, qui sont montés en gamme. Je donnerai un chiffre dans une minute, qui ont fait un énorme effort avec leur système éducatif, qui ont monté les compétences de la population active, qui ont vraiment eu une dynamique d'entreprise, qui innovait, qui exportait, qui se liait avec les institutions de recherche. Il y a un chiffre que j'aime bien, alors tout le monde cite toujours ce chiffre, mais qui est assez fascinant, c'est le degré de robotisation de l'industrie. En France, on a 1,2 robots dans l'industrie pour 100 salariés. En Corée, il y en a 4. Au Japon, il y en a 3, et même en Espagne, il y en a 1,5, c'est-à-dire 30% de plus qu'en France. Et donc, on a évidemment un problème. L'Italie, à peu près dans la... Mais ça, c'est pas forcément une histoire de changement de routine, parce qu'on peut avoir des pays traditionnellement très industriels, très branchés sur l'automatisation. Non, parce qu'à la fin des années 90, on était tous pareils. On était tous pareils, on avait tous à peu près les mêmes techniques de production, le même niveau de robotisation. Et donc, il y a les pays qui sont comme la France ou l'Italie aujourd'hui, à peu près encore au même niveau qu'à la fin des années 90. Et les pays donc, ils sont restés dans leur routine, ils sont restés dans leur routine de production, des mêmes produits, des mêmes clients, des mêmes technologies de production. Et puis, alors évidemment, tout ça est une moyenne. Hein, chaque fois qu'on fait un panel d'entreprise, il n'y a que des bons dans les panels. Donc, il faudrait de temps en temps mettre des mauvais, quoi, pour savoir ce qui se passe vraiment. Hein. Et puis, il y a des pays, alors on peut citer à nouveau la Corée, le Japon, les pays d'Europe du Nord, des pays comme la Suède, qui sont dans une stratégie très différente, qu'une stratégie de montée en gamme. Et tous les indicateurs ont dans le même sens. Y compris d'ailleurs ce qui nous intéresse aussi ici, c'est-à-dire les indicateurs de compétences de la population active, les indicateurs d'efficacité du système éducatif. C'est très impressionnant. Si vous faites corrélation et pas causalité, hein, mais si vous regardez ce qui est lié à la robotisation,
eh bien, vous trouvez que la robotisation est corrélée de façon extraordinaire au niveau de compétences de la population active, au chômage des jeunes, évidemment, dans l'autre sens, à la capacité à exporter. Donc c'est quelque chose de très impressionnant. Alors après, on parlera peut-être des causes. Il y a une autre, qui est bien à l'ordre du jour aujourd'hui, il y a une autre composante dans les stratégies des pays, je crois, c'est la capacité d'ajuster aussi leurs coûts et le fonctionnement de leur marché du travail. Alors ça peut être problématique, ça peut être un sujet de débat. Il y a des pays qui, quand ils ont un problème de compétitivité, savent le régler rapidement. C'est l'Allemagne de Schröder, c'est ce qui s'est passé en Espagne depuis 7 ou 8 ans. Et on a des pays qui ne règlent pas leurs problèmes de compétitivité coût, c'est le cas de la France et l'Italie, hein, qui n'ont pas de... Il n'y a pas d'effet de feedback en France et en Italie du fonctionnement du marché du travail par rapport à la situation de compétitivité, de commerce extérieur, etc. Et ça fait une énorme différence aussi. Et on voit que des pays qui arrivent à faire les deux, c'est-à-dire à la fois à monter en gamme, à moderniser leur capital, et avoir un marché du travail qui fonctionne d'une manière qui ne crée pas de problème durable de compétitivité, à nouveau des exemples comme ceux que je citais, la Suède ou l'Allemagne, sont des pays qui ont une performance économique qui est bien supérieure à celle des autres. Alors on reviendra tout à l'heure sur les raisons de cette et aussi sur la manière de s'y prendre pour changer de routine, pour changer d'habitude. Mais si je comprends bien de ce que vous dites, la réponse, on aurait pu penser que la réponse pour ne pas faire concurrence avec les pays émergents, c'était de leur abandonner l'industrie et de partir vers quelque chose qui s'appellerait des services ou du marketing, des choses comme ça. Et vous dites non, finalement, ceux qui s'en sont sortis, c'est ceux qui ont renforcé leurs points forts dans l'industrie et qui sont montés en gamme. L'industrie, il faut avoir une définition ultra large de l'industrie. Je veux dire, les jeux vidéo, c'est de l'industrie, le tourisme, c'est de l'industrie, la banque, c'est de l'industrie, construire des ponts, c'est de l'industrie. Enfin, il faut avoir cette définition très... L'industrie, c'est pas les usines. Non, c'est ce qui s'exporte et qui emploie une main-d'œuvre relativement qualifiée. On pense plutôt cette définition-là. Donc, c'est pas l'industrie au sens strict. Oui, on s'aperçoit aujourd'hui, il y a eu cette idée que, ce que vous mentionnez, Philippe, mais c'est complètement faux. Enfin, je veux dire, l'industrie, ce sont, dans mon sens, au sens large, ce sont les emplois qualifiés, c'est la capacité à équilibrer la balance commerciale, c'est la capacité à faire du progrès technique. On ne peut pas naître... Il faut évidemment des emplois de service et des emplois de service domestiques, mais si on n'a que ce type d'emploi, et c'est quelque chose qu'on débattra plus tard aussi dans ces journées, on est dans une situation extrêmement compliquée parce qu'on se spécialise dans le bas de gamme. On ne peut pas se spécialiser dans le bas de gamme. Donc, les services, vous êtes l'exemple que les services ne sont pas forcément du... Non, bas de gamme, parce que la banque... Non, mais la banque, c'est de l'industrie. Enfin, on dit l'industrie bancaire, d'ailleurs. Pour faire simple, mais on débattra ça plus tard ici, mais si tout le monde finit par travailler chez Starbucks Coffee, ça ne va pas être terrible, quoi, je dirais. Donc, évidemment, il faut de l'industrie au sens très large. Et puis, voilà. Et puis, on parlera tout à l'heure des raisons qui font que certains pays ont fait cette mutation et que d'autres pays n'ont pas fait cette mutation. Alors, je voudrais passer à Pierre Vinard, parce que finalement, là, on a vu les tâches des entreprises, on a vu celui des nations, des pays, et puis vous êtes au niveau qui intéresse le plus de notre histoire, c'est celui des individus, de ces gens qui sont un peu perdus dans tous ces changements, qui eux-mêmes ont leur propre routine, ou de l'institution qui est supposée les former, qui est l'éducation nationale, qui elle-même... on le sait, ça lui est souvent reproché, à des routines extrêmement puissantes. Alors, pour s'adapter à ce monde mouvant, changer de métier, à la fois sur le plan des individus et sur le plan de l'institution que vous représentez, est-ce que la prise de conscience, elle est déjà largement dans les faits ? Alors vous avez raison, en écoutant les précédents intervenants, on voit bien que les organisations changent et que l'école en général et puis les formations technologiques et professionnelles que je représente un peu aussi doivent bouger, évoluer. Et je vais essayer de vous démontrer que c'est le cas. Comme vous le dites, nous devons former des jeunes qui devront changer plusieurs fois de métier, s'adapter à des organisations mouvantes, faire preuve d'esprit d'initiative, d'autonomie, mais aussi de travail en équipe et de responsabilité. Alors, comme vous le disiez, la maîtrise de process technique ne suffit plus à garantir pour les jeunes que nous formons à la fois leur insertion professionnelle, mais aussi l'évolution de leur carrière au sein des entreprises. C'est la raison pour laquelle les formations de l'éducation nationale cherchent à s'adapter, à évoluer. Alors,
Cette évolution, elle se fait à deux niveaux, un niveau, je dirais, institutionnel, et puis au niveau des pratiques pédagogiques. Et c'est peut-être ce qui est le plus important et ce qui intéresse plus les collègues. Mais la prise de conscience, elle est là. Alors, je vais essayer de vous le démontrer. Je pense qu'elle est là. Je vais prendre 4 défis que nous avons eus et 4 défis que notre institution cherche à relever. Le premier défi, c'est d'avoir des programmes, des référentiels de formation adaptés à ces nouveaux métiers dont on parle. Le deuxième défi, c'est l'autonomie des acteurs, le fait qu'au niveau notamment des équipes pédagogiques, des établissements, eh bien, il y ait une large autonomie pour leur permettre de mettre en œuvre ces changements. Un autre défi, et puis le lieu est particulièrement indiqué pour en parler, c'est le renouvellement des relations entre l'école et l'entreprise. Et puis le quatrième défi, qui me paraît tout aussi important, c'est l'ouverture sur le monde, sur l'international et en particulier sur l'Europe, qui est notre environnement le plus immédiat. Sur ces 4 défis, l'éducation nationale commence à apporter des réponses. Je prendrai l'exemple des référentiels de formation. On est en train de réécrire tous nos référentiels dans ce qu'on appelle la logique des blocs de compétences. Alors le mot paraît un peu technocratique, mais ça veut dire simplement qu'on permet aux élèves, aux étudiants et aussi aux salariés d'avoir progressivement des diplômes. Ne pas acquérir tout, de devoir acquérir tout de la première année, mais de pouvoir le faire progressivement, et même d'établir des passerelles avec d'autres certifications, je pense au ministère du Travail, ou même les CQP que les entreprises connaissent bien. Le défi de l'autonomie des établissements, bon, Monsieur le ministre en parlera cet après-midi, on en parlera tout à l'heure, c'est aussi important. Le troisième défi dont je parlais, c'est effectivement les relations entre les entreprises et l'école. Et là, on a un merveilleux exemple, hein, c'est les campus des métiers et des qualifications. Aujourd'hui, il y a plus de 85 campus qui ont été habilités par le ministère. Alors, en quelques mots, hein, ces campus, c'est des espaces, des lieux où travaillent ensemble des entreprises, des centres de recherche, des universités, des lycées, avec le soutien des collectivités territoriales. Donc ça, c'est une dynamique qui est fortement engagée. Et puis le dernier point que je voudrais souligner, c'est celui de l'ouverture internationale, en particulier l'ouverture européenne. Aujourd'hui, on a connu Erasmus, maintenant c'est Erasmus+. Ce qu'on sait moins, c'est que ce programme de mobilité européenne est largement ouvert aux élèves de l'enseignement technique et professionnel. Alors, en plaisantant, on peut dire si Cédric Capliche devait refaire son film sur l'auberge espagnole, il faudrait qu'il y ait non seulement des étudiants, mais aussi des élèves de BTS et des élèves de bac professionnel. Alors ça, c'est au niveau institutionnel, mais aussi il faut qu'on évolue dans nos pratiques pédagogiques. Alors ça, c'est évidemment au niveau des équipes pédagogiques, au niveau des établissements, mais il faut aussi que l'institution aide les enseignants à évoluer. Alors bien sûr, on a des structures qui le permettent. Hein. On a un Conseil national de l'innovation et de la réussite éducative. On a dans chaque rectorat, on a des délégués académiques à l'innovation. On a aussi des plateformes collaboratives. Vous avez des recteurs de l'innovation, c'est ça? Non, des conseillers de recteurs. Conseillers de recteurs. Qui s'appellent les CARDI. Alors le sigle est un peu barbare, mais voilà, qui favorisent dans les académies cette innovation. Et puis on a aussi des plateformes collaboratives qui permettent aux enseignants de se former, mais aussi d'échanger entre eux. Je citerai Magistraire, Myriae, qui sont des plateformes de travail sur l'innovation. Voilà, donc ces pratiques, elles commencent à être appropriées. Alors ces pratiques, c'est quoi? C'est effectivement, par exemple, les jeux de simulation d'entreprise, c'est la démarche de projet, ce sont les MOOC. Donc ces pratiques, elles commencent à être appropriées par les professeurs progressivement. D'ailleurs, souvent, ces pratiques partent de l'initiative des enseignants sur le terrain. Elles ne sont que reprises par l'institution. Et je crois qu'on peut dire qu'aujourd'hui, les jeunes que nous formons, alors bien sûr, les jeunes qui arrivent à la fin de leurs études, hein, bon, bien sûr, il reste toujours le problème du décrochage. Hein, je ne veux pas peindre un monde uniquement rose, mais les jeunes qui finissent leurs études, notamment l'enseignement technique professionnel, les bacheliers professionnels, des BTS, eh bien ces jeunes-là, je crois, on développe dans leur formation des qualités qui sont recherchées, pas simplement les process techniques, les routines dont vous parlez, mais aussi le sens de l'initiative, l'autonomie, qui sont nécessaires à leur insertion professionnelle. Alors on verra tout ça avec vous, on fera une session
d'une courte session de questions. Hein, donc, vous, les praticiens, hein, c'est vous finalement qui êtes au cœur de ce système. Vous nous direz si effectivement l'éducation nationale change ses habitudes. Alors, mais là, je voudrais qu'on revienne sur le comment de la chose, c'est-à-dire finalement, concrètement, sur le terrain, comment on fait. Alors, Pierre Deninck, par exemple, vous nous dites il faut anticiper, il faut informer les gens. Alors, mais comment on fait concrètement avec 150 000 personnes? Comment ça se passe? Alors, on part d'abord d'un constat simple. On ne fait pas contre, on fait avec. Il n'est pas concevable pour aucun, enfin, qui que nous soyons, d'engager une transformation, d'amener finalement à faire mouvement sans associer et sans engager, comme nous disons dans l'entreprise. Engager. Engagement, c'est assez fondamental puisque c'est ce qui va participer à ce que les acteurs aient envie de le faire. Alors finalement, le premier indicateur ou le premier élément, si je tire structurel, c'est le sens. Pourquoi le faisons-nous? Or, il n'est pas concevable de comprendre pourquoi nous le faisons, pourquoi nous accompagnons cette transformation et en ayant envie, finalement, sans en comprendre les mécanismes. Et je voudrais faire le lien finalement avec cette séquence, ces entretiens. Dans l'entreprise, nous développons en ce moment un programme que nous appelons donc un programme d'éducation économique. Pourquoi? Parce que si vous ne comprenez pas, quels que soient les acteurs, qu'on soit manager, qu'on soit collaborateur, qu'on soit syndicaliste, qu'on soit technicien chez un client, si vous ne comprenez pas finalement ce qui est en train de s'opérer, le mouvement qui se fait quand vous êtes dans une entreprise de cette taille, finalement nous faisons du résultat, nous sommes positifs, pas encore en crise certainement, mais pas en crise perçue nécessairement par l'ensemble des acteurs, par l'ensemble des salariés. Nous avons délivré 2,5 milliards de résultats l'année dernière. Pour la plupart d'entre nous, sont des sommes gigantesques dont on ne se représente pas tout à fait d'ailleurs ce qu'en est l'origine. On n'arrive pas à associer à la réalité des activités et finalement on ne comprend pas ou on ne perçoit pas finalement la transformation, la situation à laquelle nous sommes confrontés. Donc le sens est déterminant. Pour que le sens finalement nous permette d'engager la transformation, il faut en avoir la compréhension de ce qui est en train de se passer. Et puis enfin, il faut associer, c'est assez mécanique, on parle beaucoup de transformation managériale, il faut continuer, les entreprises, en tout cas Engie a besoin de se transformer, pour être tout à fait précis, radicalement. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'être dans des métiers qui demain seront différents de ceux dans lesquels nous étions hier. Nous étions en monopole hier, les règles, finalement, les règles de fonctionnement, les règles du jeu de l'entreprise ne sont pas celles de demain, et si nous ne sommes pas dans ces nouvelles règles, si nous ne comprenons pas les nouveaux acteurs, les start-up avec lesquels nous interagissons ou avec lesquels nous sommes en concurrence, aujourd'hui, vous pouvez acheter dans certaines régions du monde, dans certains pays du monde, vous pouvez acheter votre énergie, finalement, à votre voisin, en désintermédiant les producteurs historiques d'énergie, les fournisseurs. D'accord. Et donc, concrètement, vous faites à chaque fois que vous avez une décision stratégique, un projet, vous réunissez des groupes de travail dans tous les sens. Alors absolument, concrètement, nous venons de conduire de manière très très schématique, et pardon pour effectivement cette synthèse, mais nous sommes en train de réformer complètement donc l'organisation du groupe. Nous sommes passés de 5 branches à 24 business units, donc à 24 régions géographiques, et nous sommes cette année en train d'adapter le corporate. Le corporate, c'est quoi? C'est le siège. Nous étions trilocalisés compte tenu de l'histoire. Nous étions basés à Londres pour le siège, à Bruxelles et à Paris. C'est l'origine des 3 groupes qui constituent Engie aujourd'hui. Nous avons donc décidé de restructurer le siège. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un processus de décentralisation. Comment l'avons-nous fait? Nous avons partagé le sens, expliqué et éduqué pour comprendre finalement ce qui nous amenait ou ce qui nous contraignait à le faire, avant même que nous soyons tout à fait en crise. La deuxième étape, donc, donner du sens. La deuxième étape, ça a été d'associer. Nous avons construit des groupes de travail. À peu près 1500 personnes, sur une base strictement volontaire, ont décidé de faire ce qu'on appelle dans l'entreprise le re-engineering de leurs activités. C'est-à-dire de repenser l'utilité de leur activité avec une question simple. Est-ce que ceci sert ou pas le client? Oui, non. Si ça ne sert pas... Mais ça, vous allez le faire à chaque fois? C'est fait. Ou vous le faites une fois pour toutes? Non. Et donc, ça devient une nouvelle routine, quoi. Ça doit être... Non, ça n'est pas une routine, puisque finalement... nous n'avons pas construit des règles, si je puis dire, des règles du jeu ou des principes ont été construits. Pour autant, nous n'avons pas déterminé finalement ce qu'ils produisaient. Donc après ces groupes de travail, nous définissons ce que doivent être les activités et les organisations. Et puis enfin, nous redéfinissons des processus. Simplement, à l'issue de cette étape, nous avons décidé de nous poser tous les trimestres, en fait, sur une journée, pour questionner ce processus. Est-ce que ce processus correspond toujours à ce dont le client a besoin?
est-ce que la façon dont on interroge nos clients sur leur taux de satisfaction à notre égard correspond toujours, enfin en tout cas est compatible avec ce que font nos concurrents et fait sens via nos clients, le comprennent-ils, etc. Donc cette idée de sens et de partage de sens donc, va nécessiter d'être infiniment plus coopératif et collaboratif, comme ça a pu être dit dans une discipline tout à l'heure qui était tout à fait fascinante entre les mathématiques et la santé. Il faut que nous soyons en capacité de le faire au sein de l'entreprise d'abord, avec nos clients, avec peut-être même la profession et parfois certains de nos concurrents pour faire évoluer un certain nombre de standards. Il n'est pas concevable qu'on continue effectivement dans un certain nombre de cadres et dans des standards qui nous imposent des investissements qui sont d'à peu près aucune utilité. Ce sont les standards en matière de comptabilité, les standards en matière de comment dirais-je connectique, ce sont etc. Donc sens, voilà. association, participation, co-construction. Et puis ensuite, dans ce mouvement doit être itératif et doit se poursuivre à temps plein. Il n'est pas concevable que nous fassions ça. Process de discussion permanente, quoi. Enfin, absolument. D'accord. Alors Nicolas Sekaki, est-ce que c'est la même chose chez IBM finalement? Est-ce que vous êtes vous aussi dans un process où l'information se partage constamment et la discussion est constante Oui, en fait, ce qu'on est en train de dire, c'est que les processus qui de manière intellectuelle, on pense qu'il est là immuable. En fait, ce processus doit être adapté de manière beaucoup plus rapide, de manière à pouvoir faire évoluer les habitudes, les orientations, et effectivement apprendre à apprendre, plutôt que juste exécuter une stratégie de manière simple. Et donc il y a des temps. Et aujourd'hui, on est dans un temps où il faut inventer, il faut co-innover, et donc il faut redonner du pouvoir aux individus, il faut redonner du pouvoir aux organisations peut-être locales par rapport au global, de manière à ce qu'elles puissent innover. Donc en fait, c'est un terme qu'aujourd'hui qui est très usité, qui s'appelle l'agilité. Comment est-ce qu'on réintroduit de l'agilité dans les entreprises, surtout les grandes entreprises, de manière à s'adapter, innover et reprendre? Et donc ça, c'est un changement culturel. Vous n'êtes pas obligé de changer d'ailleurs de produit pour changer la façon dont vous adressez. Mais comment vous faites? Donc qu'est-ce qu'on fait concrètement? Concrètement, il s'agit de redonner le droit de se planter aux gens. Fail fast. Parce que quand vous êtes dans un système de notation, regardez ce que c'est. Combien de fois on a le droit de se planter chez IBM? Ça dépend de l'ampleur des dégâts. Mais comme on dit, si ça coûte cher, on a payé beaucoup sur la formation. Mais regardez notre système éducatif. L'expérimentation est extrêmement importante, mais après vous avez une sanction. Vous avez une note, vous passez pas. Or aujourd'hui, si vous voulez créer, vous devez expérimenter. Et ceux, en fait, qui ne se trompent pas, c'est qu'ils n'ont jamais assez expérimenté. Donc vous devez aujourd'hui, dans le système notamment de notation, de système de redonner, d'évaluation, de remettre au sens la collaboration, l'innovation, etc. Donc par exemple, on l'a fait au niveau de l'entreprise. Si aujourd'hui on est présent dans la santé avec l'intelligence artificielle, c'est que nous avons changé le mode d'intrapreneuriat dans l'entreprise. Avant, la recherche et développement, concrètement, on avait les lignes de métier qui finançaient la recherche et développement, qui faisaient des recherches fondamentales, donc, recherche appliquée, qui faisaient des produits qu'on mettait sur le marché, on avait un retour sur investissement si on n'était pas content. Donc vous voyez les cycles, c'est 4-5 ans, on n'était pas content, on changeait les têtes. Là, sur l'intelligence artificielle, on a dit, tiens, là, il y a un vrai sujet. Et en fait, on a donné à la recherche et développement, à une partie, on a dit, tu décides. Où est-ce que tu veux investir? Quel sujet tu veux investir? Sur quelle plaque géographique? Et tu choisis 2000 personnes au niveau mondial, c'est comme ça qu'on a démarré, qui sont les meilleurs profils que tu veux, et tu demandes de l'avis à personne, tu les prends. À qui on dit ça? Quels sont les à la recherche et développement. Ouais. À la recherche et développement. Donc vous voyez, d'un donneur d'ordre, on dit mais c'est à toi d'inventer un marché. Et ils sont rentrés dans la santé parce que les docteurs ont tapé à la porte parce qu'ils avaient un problème. Et on se retrouve 2 ans plus tard à être un acteur de la santé, à générer plusieurs milliards de chiffres d'affaires sur ce domaine-là et avoir pris une avance par rapport au marché. Donc vous voyez, ce niveau d'intrapreneuriat, il est donné en exemple au niveau de la corporation. Moi j'ai fait plein d'exemples au niveau français où justement on se réunit dans des groupes de design thinking, c'est-à-dire d'expérience. De là, on dit, bah, tiens, on aimerait bien expérimenter ça, et il faut qu'on nous donne les moyens. Donc, par exemple, ce qu'on a fait au niveau des startups, l'industrialisation des startups, la Scale Zone, en moins de 12 mois, on a créé quelque chose qui n'était pas un incubateur, un accélérateur, mais qui était une industrialisation des startups. C'est fait par des volontaires chez IBM France. J'ai financé le départ, mais je leur ai demandé à ce que ça soit quelque chose qui génère pas de profit, mais qui génère pas de perte, puis c'est facile de faire des choses en finançant. Et grâce à cette innovation, et on a montré que c'était capable, le patron de la Scale Zone, c'est un jeune qui a 26 ans,
On a montré qu'il était capable de prendre Scale des zone, ça s'appelle. Ouais, on l'appelle scale zone parce que enfin c'est Ouais. bon, c'est du marketing, Un bon français. mais un bon français chez IBM, donc on parle un peu anglais. Ouais. Et ben depuis qu'on a fait ça, Ouais. on a 4-5 initiatives de gens qui sont venus en disant au niveau du COMEX, j'aimerais expérimenter ça et il faut le financer. Le deuxième point, c'est la diversité. Donc moi aux enseignants, c'est la curiosité qui est important. Le deuxième point, c'est le management doit être collaboratif et curieux. C'est-à-dire que c'est vraiment le sujet que l'on doit faire. Et pour être collaboratif et curieux, il faut avoir des regards croisés. Et donc, il faut Ça, c'est dans la favoriser. culture d'IBM, collaboratif et curieux. Pas forcément. Curieux, oui, par nature. Mais au bout d'un moment, quand vous rentrez quand vous êtes très sur un objectif, c'est-à-dire vous avez un super produit, vous êtes très efficace, et bien en fait, l'efficacité fait que vous êtes un peu moins curieux et un peu moins collaboratif. Et donc, il faut forcer la collaboration. Donc, il faut choisir les bonnes personnes. Les regards croisés sont importants. Je sais qu'avec Kenji, je sais que vous avez beaucoup participé à la culture et le changement. Je crois que vous avez un séminaire qui s'appelle Sémaphore, justement pour ouvrir le spectre. On est intervenu à ce sémaphore sur les expériences. Donc on partage nos expériences. Et le fait de partager permet aux deux entreprises finalement d'apprendre l'une de l'autre des pièges de l'expérience. Donc c'est ça qui est extrêmement important. C'est une culture d'intrapreneuriat. Il faut la favoriser. D'accord. Après, oui, on a droit à l'échec. Il faut être capable de dire qu'un échec, en fait, c'est juste préparer le succès. Et c'est un changement radical de culture et d'agilité. Donc finalement, on comprend bien, comme chez Engie, que c'est un mélange, finalement, d'information et d'initiative. Oui, et après, il faut rajouter aussi des cultures... informer les gens et il faut leur laisser l'initiative. Ouais. Alors, et puis, il faut rajouter aussi des nouvelles personnes, comme de nous. Donc, on embauche beaucoup aussi avec d'autres horizons. Donc, informer les gens, laisser l'initiative. Patrick Artus, est-ce que c'est la recette qui a permis à des pays très routiniers, comme l'Allemagne par exemple, l'Allemagne c'est quand même des monstres d'organisation, ils n'aiment pas du tout être surpris par la nouveauté. Est-ce que c'est ça qui les a fait changer? Quelle est leur recette finalement? Oui, ça c'est extrêmement intéressant. Là, peut-être il y a une petite divergence, là, alors qu'avant les choses étaient assez parallèles entre les entreprises et les nations. Qu'est-ce qui fait qu'une nation s'adapte à son environnement ou ne s'adapte pas, se réforme ou ne se réforme pas? Alors, vous le mentionniez avant, il y a les chocs. L'Allemagne, la réunification. La Suède, le Canada, faillite de l'État. Voilà, ça c'est comme on dit, la grande réforme de l'État en Suède. Oui, il y a comme une soirée chez le ministre des Finances en Suède où les assureurs suédois disent que le lendemain, ils arrêteront de prêter à l'État et donc l'État fait faillite, quoi. Donc ça pousse un peu à réformer. La Chine, ça aide. Japon-Corée, ils ont la Chine à côté, donc s'ils ne montent pas en gamme, ils sont mangés, donc ils sont obligés de monter en gamme. Donc les chocs, évidemment, jouent un rôle important. Des pays comme la France et l'Italie n'ont pas vraiment eu de choc, quoi. Donc c'est peut-être... on a quand même le choc du chômage, oui, mais enfin, l'Italie à la récession. Enfin, ça n'a aucun rapport avec le choc allemand, de la réunification. C'est moins violent. Voilà. Après, c'est très compliqué. Pourquoi c'est très compliqué de réformer un pays? Mais je pense que là, c'est la même chose que dans les entreprises. Il y a trois raisons à ça. Il n'y a aucune réforme qui peut être votée démocratiquement. Parce qu'une réforme, en général, affecte négativement une majorité des gens au profit d'une minorité. Et donc prenez, mais ça c'est pareil dans les entreprises, quoi. Je veux dire, les gens ils sont dans leur boulot, ils sont bien, etc. On leur dit mais c'est plus. Il n'y a pas que les Français qui n'aiment pas la réforme. Alors prenons un exemple. Alors là on est en plein dedans en France, réforme du marché du travail. Il y a 74% des Français qui ont un contrat de travail et durée indéterminée. J'inclus là-dedans le secteur public. La proportion de chômeurs qui sont des gens qui ont perdu leur emploi en ayant un contrat de travail à durée indéterminée est de 2%. Et 98% du chômage, c'est le reste, c'est-à-dire c'est les fins de CDD, les fins d'intérim, les fins de stage, les gens qui ne trouvent pas de boulot. Et une réforme du marché du travail assez légitime en France, ça serait de réduire la différence entre ces catégories, ces 75% des Français très protégés et les 25% de Français qui ont des problèmes continuels d'emploi, de contrats courts, etc. Mais si vous réduisez la différence, vous allez évidemment dégrader la situation des 75% de Français très protégés. Donc de la majorité. Donc si vous les faites voter, ils vont dire non. Donc le travail des dirigeants, c'est d'expliquer à une majorité qu'elle doit dégrader sa situation pour le bénéfice d'une minorité. Ce qui évidemment est faisable. Mais on dit Schröder, n'oubliez pas que le SPD, après les réformes Schröder, a perdu toutes les élections en Allemagne. Donc ça peut être... Il y a quand même eu une sanction, oui. Oui. Deuxième sujet, le temps. Une réforme, quel que ça soit du budget, des impôts, du marché du travail, de tout ce qu'on veut, en général, ça a des effets négatifs à court terme et positifs à long terme.
Et donc, il faut pouvoir avoir le temps d'être jugé sur la même chose dans une entreprise. Hein. Je veux dire, en général, la première année, les comptes sont moins bons, quoi. Et puis après, comme chez vous, ils sont bons après, quoi. Donc, et c'est pareil pour la macroéconomie. Donc, comment on va expliquer aux citoyens que ça va d'abord aller plus mal, quoi. Troisième sujet, comment on compense les perdants? Alors, il y a les cas d'école bien connus, les chauffeurs de taxi parisiens, quoi. On leur dit, les gars, on veut qu'il y ait plus de taxis, donc votre licence vaut 0, vous l'avez payé 250 000 €, on fait quoi? Alors, comme ils bloquent la porte-maillot, on fait rien. Hein, donc, comment on compense les perdants? Les chauffeurs de taxi, les pharmaciens, les notaires, etc. La révolte des artisans quand on met des entrepreneurs. Ça, évidemment, alors il y a un certain nombre de camarades économistes ont dit, les perdants, il faut les compenser. Donc, il faut leur donner la valeur en argent de la perte de leur rente, quoi. Comment on compense les pertes de rente? Et puis, dernier sujet, pour qu'un pays se réforme, il faut, alors je n'aurais pas dire ça dans une institution liée à l'institution d'entreprise, mais enfin, il faut une sociologie d'entrepreneurs qui suivent. On ne peut pas imputer aux mauvaises politiques économiques, au système fiscal ou aux règles du marché du travail le fait qu'il y a 120 000 exportateurs en France, 250 000 en Italie et 360 000 en Allemagne. Il y a évidemment un effet des politiques économiques, mais il y a évidemment aussi un effet de sociologie. Donc il faut une sociologie d'entrepreneurs dynamiques qui acceptent d'investir, de faire de la recherche, de se tromper, de recommencer. Donc il faut aussi réfléchir aux obstacles à ça, hein, au droit de la faillite, à ce genre de choses. Hein. Mais on a 3 fois moins d'exportateurs que les Allemands. C'est pas normal, évidemment, c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué, parce qu'on n'est même pas sûr qu'on comprend pourquoi exactement. Mais le vrai problème, à nouveau, c'est qu'une réforme, et à nouveau, je pense que c'est vrai aussi dans les entreprises, c'est quelque chose qui, si on fait simplement voter les gens à bulletin secret, sera toujours rejeté, quoi. Hein, donc il y a un effort d'explication incroyable à faire. Les gens n'aiment pas la réforme. Voilà, comme dit... Oui, je vois bien. Oui, mais non, c'est pas qu'ils n'aiment pas, c'est que objectivement, ils ont objectivement, sinon pas un énorme altruisme. Oui. Parce que l'altruisme, il en joue un rôle. Mais en l'absence d'un énorme altruisme, la plupart des individus d'un pays ont intérêt à ce qu'il n'y ait pas de réforme. Hein. Alors, Pierre Vinard, justement, sur le plan des individus, vous disiez tout à l'heure que les choses bougeaient à l'éducation nationale, qu'on donnait plus d'autonomie dans les établissements. Alors, est-ce que c'est la clé, finalement, cette autonomie? Bon, l'information, maintenant, elle est quand même de plus en plus partagée. On parlait de l'initiative, donc dans votre domaine, l'initiative, c'est ça, c'est donner plus d'autonomie aux établissements. Est-ce que ça, c'est bien parti? Est-ce que c'est déjà bien dans les mœurs maintenant? Est-ce que les établissements ont plus d'autonomie pour s'adapter à leur environnement immédiat? Alors, d'abord, je dois dire qu'une mesure seule ne permettra pas de changer les comportements en profondeur dans une institution comme l'éducation nationale. Voilà. 1 million d'employés quand même. Hein. Voilà. Donc, mais bon, c'était évidemment un des chantiers importants. Hein, le ministre l'a dit, hein, développer l'autonomie des établissements, c'est un des chantiers importants qu'il veut engager. Hein, ça veut dire qu'on peut aller plus loin que, évidemment, ce qui existe actuellement. Alors pourquoi cette autonomie est nécessaire? On parle d'innovation. Évidemment, l'innovation ne peut pas être décrétée d'en haut. Hein. Souvent, l'innovation part d'initiatives d'enseignants au départ qui expérimentent, hein, comme sans doute dans les grandes entreprises qui ont été citées précédemment, et puis ensuite cette expérimentation est diffusée par des canaux divers et généralisée. Donc cette autonomie des établissements, elle est nécessaire au niveau des équipes pédagogiques, au niveau aussi des moyens qui peuvent être accordés hein, dans un environnement contraint. Hein. Ça devient une culture, l'expérimentation et ensuite le déploiement, parce que on dit toujours ça, même au niveau d'ailleurs de la politique économique, on dit ça aussi, puis finalement on s'aperçoit que il y a toujours un problème entre l'expérimentation et le déploiement ou pas, quoi, ou le retour en arrière. Je crois qu'il n'y a pas d'autre moyen d'innover. Hein. Des innovations, en tout cas dans le domaine pédagogique, des innovations qui seraient décrétées rue de Grenelle et qu'on demanderait d'appliquer, ont toutes les chances, compte tenu aussi de la culture des enseignants, d'échouer. En revanche, quand c'est une expérimentation qui est faite dans un établissement et qui est ensuite diffusée au niveau d'abord peut-être départemental, académique, hein, c'est pour ça que je citais le rôle des conseillers de recteur, et ensuite qui peut être diffusée à travers les réseaux, les plateformes collaboratives dont je parle, cette innovation, eh bien, elle a des chances d'être acceptée et généralisée.
Mais alors, il y a quand même plusieurs conditions pour la réussite, hein. Une des conditions, c'est d'abord les chefs d'établissement. Il faut qu'on ait des chefs d'établissement qui soient capables d'impulser, d'accompagner ces mutations. C'est pas parce qu'un enseignant, un bon enseignant passe un concours pour devenir chef d'établissement que du coup, il a ces qualités managériales qui sont nécessaires à diffuser l'innovation dans son établissement. Donc, il y a le problème de la formation des chefs d'établissement. Et puis aussi, il faut accompagner les établissements. Les établissements ne peuvent pas être seuls dans cette démarche. Alors, l'accompagnement, c'est d'abord celui des corps d'inspection. Je sais qu'ici, il y a beaucoup d'inspecteurs pédagogiques et c'est leur rôle, hein, d'accompagner, de comparer aussi les innovations, de diffuser les bonnes pratiques, comme on dit. Et puis aussi, je dirais, c'est le rôle aussi de toutes les parties prenantes de l'école, hein, de la société civile, et en particulier des entreprises. Hein. Les entreprises dans ce domaine, et elles relèvent le défi, hein, je n'en doute pas, ont une responsabilité particulière, hein, c'est de répondre positivement. Je sais qu'elles sont souvent sollicitées, mais répondre positivement aux demandes de l'école pour accompagner ce mouvement. Alors, je ne prendrai qu'un seul exemple. Hein. On a mis en place ce qu'on appelle le parcours à venir, c'est-à-dire que dès la classe de 6e, faire découvrir aux élèves les métiers et les formations qui y conduisent, hein, montrer la diversité des métiers, revaloriser un certain nombre de formations qui peuvent être délaissées. Eh bien, pour mettre en place ces parcours à venir, on a besoin des entreprises. Hein. Et donc, l'école ne pourra évoluer que si l'ensemble des parties prenantes de l'école l'aident, les accompagnent dans ce mouvement. Voilà. C'est pour ça, moi, juste ouais. de dire que l'initiative qui est prise depuis de longues années par l'Institut de l'entreprise de créer ces rencontres école-entreprise, une initiative particulièrement bienvenue. Donc on parlait d'information, on parlait d'initiative, on peut aussi parler de collaboration, c'est aussi un peu le troisième pilier dans ce domaine. Alors, Natacha Pouget, je viens vers vous, vous avez vu un petit peu là, les débats qui sont nés sur notamment par les chefs d'entreprise autour de cette notion de sortie de routine, de comment on essaye de faire en sorte d'installer une forme de culture du changement constant. Alors vous avez une grande expérience à la fois à la direction du développement de l'Institut d'entreprise et puis également dans votre vie professionnelle, vous nous en direz un mot. Qu'est-ce que ça vous inspire et un peu quelles sont les questions que vous auriez envie de leur poser? Alors, le trait d'union entre toutes ces interventions, pour moi, font référence au signe noir. Le signe noir, c'est une métaphore qui a été avancée par David Hume, le philosophe économiste, et qui a été remis au goût du jour par Nassim Taleb. Nassim Taleb, un statisticien, un mathématicien comme Cédric Villani, et également aussi un trader. Donc, que nous dit-il avec cette métaphore du signe noir qui me semble totalement adaptée à ce que j'ai entendu de la part des institutions représentées? C'est que plus un événement a une probabilité de ne pas se dérouler, plus il est ignoré et paradoxalement, plus il a un impact fort sur l'avenir. Et on est face à un double paradoxe, c'est que a posteriori, on arrive à objectiver ce qui semblait impossible précédemment. Alors, moi, je l'ai expérimenté à titre personnel. J'ai travaillé 15 ans en salle de marché. Et pour moi, l'illustration de ces travaux de Nassim Taleb qui ont été rédigés en 2007, hein, donc avant Lehman Brothers, moi, c'est justement ce jour-là, ce 15 septembre 2008 restera marqué à vie dans ma mémoire, où Lehman Brothers, quelques chiffres, c'était 619 milliards de dettes, c'est 25 000 employés, c'est la 4e banque d'affaires américaine. Elle reposait sur un système de pensée collective qui était le too big to fall. Et on a vu ce 15 septembre que ça ne fonctionnait pas. Que parfois, ça ne fonctionne plus. Donc, les enseignements de Nassim Taleb, donc bien sûr structurés pour la finance, on peut les transférer à d'autres applications. Donc, on voit bien dans la vie de l'entreprise, on voit en recherche scientifique,
Et également, on voit avec l'histoire, je sais pas, je pense qu'on partage tous la surprise liée au Brexit depuis un an, la surprise de l'issue de l'élection américaine. Donc, face à cette réalité qu'on expérimente tous, que nous dit Nassim Taleb? Qu'est-ce qu'il faudrait faire face à l'identification de ces signes noirs? Il nous dit qu'il faut ignorer les événements à faible impact pour voir loin. Et se voir loin, anticiper les grandes tendances, ça me ramène à l'action de l'Institut de l'entreprise. On est un think tank, on doit faire de l'action prospective. Et aujourd'hui, donc, on a une équipe de recherche et on brainstorm en permanence sur ces anticipations de demain, sur quels sont les grands enjeux pour les grandes entreprises. Et aujourd'hui, pour nous, l'un des grands enjeux est celui du manque d'attractivité de la grande entreprise pour les jeunes innovants, pour les jeunes entreprenants. Donc on est en train de réfléchir avec nos adhérents à créer un corpus conceptuel pour justement les intégrer et faire une relation gagnante-gagnante. Sans ça, le risque, le signe noir qu'on anticipe, c'est que l'innovation se fasse en dehors des grandes entreprises et qu'il y ait un assèchement de ces grandes entreprises. Alors, le signe noir, on pense évidemment plutôt à quelque chose de catastrophique, hein, du genre... Ah, mais moi, j'ai plein d'idées, j'ai plein d'événements qui sont... Donc, est-ce que finalement, parmi nos invités, là, très rapidement, est-ce que vous avez en tête un ou deux signes noirs sur lesquels l'entreprise a déjà réfléchi? Par exemple, Nicolas Sekaki, IBM, le signe noir, ça pourrait être genre Apple qui dépasse Google, non, ou Apple qui dépasse IBM, ou IBM qui fait faillite, je sais pas. Enfin, c'est quoi le signe noir? Enfin, la concurrence est toujours bonne. Non, les signes noirs pour nous, enfin, le sujet majeur, c'est est-ce que vous voulez changer? Quand est-ce que vous devez changer? Et est-ce que vous voyez qu'il y a une impulsion qu'il faut donner? Comme là, c'est pas que le changement, c'est la catastrophe, c'est le non, mais la catastrophe, le cyclone. Le cyclone, il est plus. Moi, je le vois interne aujourd'hui, parce que aujourd'hui, quand vous avez, par exemple, vous êtes une entreprise centenaire, vous avez changé tout le temps, comme je dis, le verre se casse toujours au dernier rebond. Et donc, vous avez une culture qui fait que c'est pas parce que vous avez réussi à sauver le verre pendant 5 rebonds qu'il va pas se casser au 6e. Mais dans l'esprit des gens qui ont, au passage, pas forcément vécu le 5e rebond, le 4e rebond, c'est la mémoire collective, ils se disent, c'est une crise, on va y survivre. Et non. Pour y survivre, il a fallu se retrousser les manches et justement être capable de s'adapter, non pas juste à la crise et au passage à l'opportunité, vous le disiez tout à l'heure. Et ça, je pense que c'est le signe noir, c'est de penser que ce qui arrive n'est qu'une évolution, quand en fait c'est une révolution. Et quand on pense révolution, et quand on relibère les talents, à ce moment-là, tout est possible. Ouais. Mais franchement, tout est possible. Donc, rapidement. Là, donc, le reste, c'est pas être déconnecté de ses clients, de leurs problématiques, la façon de le faire, etc. C'est un changement de culture. Et c'est là où je pense que le pont entre les entreprises, les enseignements, on doit apprendre de manière permanente. Et ça, c'est mon signe noir. Ouais, oui, enfin... Bon. C'est pas qu'externe, c'est pas que la concurrence. Le signe noir, c'est quand même la grosse cata. Alors, Engie, le signe noir, c'est par exemple Fukushima. Ça, c'est vraiment typiquement... Oui. Alors, je pensais à un autre exemple. Vous le savez, les entreprises sont... En tout cas, notre entreprise était productrice jusqu'à pas très longtemps d'électricité à base de charbon dans des centrales. Le signe noir, c'est quoi? C'est en début d'année, en janvier de cette année, nous sommes producteurs d'électricité au charbon au Chili, l'un des principaux acteurs. Nous vendons notre électricité à $100 le mégawattheure et nous avons gagné une ferme solaire à $30 le mégawattheure. C'est un signe noir. Nous l'avions anticipé puisque ceci, même si nous n'avions pas été dans ces niveaux de prix au sein d'Engie, en tout cas d'autres acteurs sont à $30 le mégawattheure déjà depuis presque 12-18 mois. Donc tout ce qui s'opère, le deuxième signe noir, c'est la désintermédiation. Il y a des quartiers à San Francisco où sur les garages ou sur les toits des maisons, il y a des panneaux solaires et les clients se passent des opérateurs historiques. Un autre signe noir dans la banque de détail, c'est la désintermédiation à travers les agrégateurs de type banking. Finalement, la relation du client se fait avec l'agrégateur pour la banque de détail. Hein. Et la banque n'a plus...
D'accord. Donc s'y adapter est assez fondamental, en tout cas le comprendre et le voir est assez fondamental pour ensuite s'y adapter. Faut-il encore que nous le partagions avec la communauté des salariés, des clients et des parties prenantes. Patrick? Voilà, aussi bien avec une casquette de banquier que d'économiste. Bizarrement, depuis la crise de 2008, les taux d'endettement ont continué à augmenter partout, y compris dans les pays où on s'était convaincu que c'était à cause des taux d'endettement qu'on avait eu la crise. Et pourquoi ceci, pour l'instant, ne produit-il absolument aucun effet négatif? Parce que les banques centrales, voyant cela, nous ont fait le cadeau de nous donner des taux d'intérêt extraordinairement bas. Donc aujourd'hui, nous vivons gentiment avec des taux d'endettement extravagants. Le taux d'endettement de l'Europe est plus élevé aujourd'hui qu'en 1919, après la Première Guerre mondiale. Pourtant, c'était un peu endetté. Grâce à des taux d'intérêt dérisoires par rapport au niveau où ils devraient être. Le signe noir absolu, ce serait un choc qui forcerait les banques centrales à monter les taux d'intérêt. Alors, ce n'est pas un choc qui viendra de l'intérieur des économies. L'inflation à l'intérieur des économies, ça peut être un choc géopolitique. Si le Coréen du Nord, dont chacun vante la santé mentale, balance une bombe atomique sur la Corée du Sud, le lendemain, le pétrole vaut $400 le baril, les taux d'intérêt sont à 10%, et alors la crise de Lehman à côté, ça sera une rigolade absolue, quoi, je veux dire. Voilà, ça c'est un vrai signe. Ça c'est un vrai signe noir. Il faut trouver une plus grosse bête que ça. Voilà. Alors, je voulais juste voir, est-ce qu'il y a des réactions? On a assez peu de temps là, mais on pourrait prendre une ou deux questions s'il y en a. Est-ce qu'il y a un micro qui se balade quelque part? Voilà. Il va arriver. Voilà, deux, trois questions un peu, notamment sur tout ce qu'on a dit et la réflexion de praticiens aussi. Allez-y. J'avais une question, mais sur une remarque juste sur la Corée du Nord. Vaut mieux taper le malade maintenant que quand il sera beaucoup plus dangereux. Je pense que Trump l'a compris. Donc une question sur... moi, j'ai pas compris pourquoi l'Allemagne exporte 3 fois plus que... Si, j'ai compris, je veux dire. Par exemple, ils sont très forts en machines-outils, etc. Mais pourquoi la France n'arrive pas à rattraper? Je veux dire, malgré les efforts, les plans, et quand on voit aussi que la France, je veux dire, n'arrive même plus à suivre en agroalimentaire, des choses comme ça, qu'est-ce qui se passe? Alors, ça c'est effectivement une question de fond. Alors, est-ce qu'il y a une autre réaction ou question? Oui. Alors, il y a... Voilà, on va prendre ces trois-là, enfin, ces deux-là, et puis... voilà. Ah oui, la certification et les normes ISO. Donc on va rajouter ça. Monsieur, allez-y. Oui, je voulais vous poser une question par rapport à mon sens, à un autre signe noir qui est la blockchain qui arrive. Et justement, je voulais savoir, dans le monde de l'éducation nationale, comment vous anticipez l'arrivée de la blockchain et l'impact également pour les gens présents sur le plateau, à savoir au niveau de leurs entreprises. Ça, c'est effectivement un autre signe noir, monsieur. Moi, j'ai une question pour Ingi et IBM. Est-ce que la révolution digitale a constitué pour vous davantage une opportunité ou un risque? Et comment vous avez instrumenté cette révolution digitale, eh bien, justement pour être moins dans la routine et pour réussir votre stratégie, votre mutation stratégique? Bon, alors, je ne suis pas certain qu'en 30 secondes, on aura le temps de brosser tout le sujet. On va essayer assez vite. Alors, Patrick Artus, la France, voilà, il me reste 5 minutes, donc c'est parfait. Patrick Artus, vous avez 1 minute pour nous dire pourquoi la France n'y arrive pas. Ben, je crois que je l'ai dit. Nous avons un niveau de gamme qui est assez voisin de celui des grands pays émergents ou des pays d'Europe à coûts salariaux plus faibles, en ayant les coûts salariaux de l'Allemagne. Donc j'utilise toujours la même métaphore qui est ridicule, mais nous vendons des Renault avec les salaires de Porsche, quoi. Donc c'est pas évident, hein. Donc évidemment, là, il faut travailler des deux côtés, il faut travailler sur le niveau de gamme, et comme je l'ai dit, il me semble... Oui, mais pourquoi on n'y arrive pas? Pourquoi on n'y arrive pas? Pourquoi justement la France n'arrive pas à faire ce que vous dites? Là, vous faites... Non, mais je pense qu'il y a un cercle vicieux qui s'installe. Alors à nouveau, c'est toujours une question de statistique, hein. Les entreprises dynamiques, c'est toujours une infime minorité. Simplement, en France, c'est 120 000, en Allemagne, c'est 360 000. Mais même en Allemagne, c'est une infime minorité des entreprises. Donc vous avez 1% d'entreprises dynamiques en Allemagne et 1,5% en France, quoi. Donc de toute façon, on travaille sur des tout petits nombres. La grande majorité des entreprises, c'est qu'en France, 90% des entreprises ont une croissance moyenne de leur chiffre d'affaires de 0.
et ont tous leurs clients à moins de 20 km du siège social. Donc c'est ça. Donc la performance économique d'un pays, elle est basée sur la toute petite proportion d'entreprises qui innovent, qui ont de nouveaux produits, qui gagnent des clients, qui vont à l'export. Les Allemands le font mieux que nous. Par un environnement macroéconomique qui est quand même plus facile. 2, parce qu'ils ont fait cet effort de monter en gamme. Et après, vous avez un cercle vertueux. Si vous êtes monté en gamme... Ils étaient déjà, ça fait quand même un siècle et demi qu'ils sont haut de gamme. Non, si vous regardez le milieu des années 90, l'industrie française et l'industrie allemande sont extrêmement semblables. Donc c'est en 20 ans, ça se fait sur les 20 dernières années. D'accord. Alors, il y avait une question sur le blockchain et l'éducation nationale. Ça c'est un vrai signe noir aussi, le blockchain. Oui. Je ne sais pas si vous y avez réfléchi. Je ne suis pas très inquiet sur la capacité que nous avons dans nos formations à intégrer des nouveaux contenus, des évolutions techniques. J'ai parlé tout à l'heure des référentiels qu'on réactualise souvent, et puis nos enseignants sont compétents et ils actualisent aussi leurs compétences. Donc c'est pas sur ce point-là que je m'inquiète. Si on devait parler aussi de signes noirs dans l'éducation nationale, je penserais plutôt aux jeunes, je les ai évoqués tout à l'heure, qui décrochent. Et c'est vrai que quelle que soit la qualité de notre formation, on a encore trop de jeunes qui sortent de notre système sans formation, qui ne vont pas jusqu'au bout du bac, du BTS. Finalement, plus que les MOOC et autres numériques, c'est le décrochage qui est le vrai sujet. Alors effectivement, malgré ces innovations pédagogiques dont je parlais, un certain nombre de jeunes ne décrochent pas. Donc je pense que si on a une attention particulière dans notre institution, et c'est le cas d'ailleurs, à porter, c'est sur ces jeunes qui décrochent. Et si on a des pistes de développement au niveau innovation, c'est sur ces jeunes qui décrochent, qui ne bénéficient évidemment pas d'un diplôme et qui du coup ont des difficultés encore plus grandes que les autres à s'insérer sur le marché de l'emploi. Alors Nicolas Sekaki, le digital, ça c'est aussi... je pense qu'on tourne toujours autour de la même question, l'Allemagne, la France, etc. C'est notre capacité à embrasser les innovations et à modifier la façon dont on délivre quelque chose, qu'on produit quelque chose. Et ce qui est assez intéressant en France, et on habite en France, on aime la France et on aime la protection qui vient avec la France, cette protection parfois elle a un prix. Quand on regarde les industries, c'est les pays qui ont le plus de robots, qui ont le plus d'ouvriers et qui ont plus d'industrie. Enfin c'est juste un fait, les États-Unis, l'Allemagne, vous en parliez. Et nous, on dit non, ça va piquer notre job. Plutôt que de voir ce que nous pourrions faire comme différenciant en alliant finalement des avancées technologiques et la valeur humaine, on crée quelque chose. Nous, on a plutôt tendance à regarder qu'est-ce que ça va détruire. L'exemple que nous vivons aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle aujourd'hui. C'est l'impact de l'intelligence artificielle sur qui nous sommes, comment on va le faire, etc. Tous les débats sont bien sûr éthiques. On va parler de la singularité, etc. Google qui veut vaincre la mort. Enfin, on n'y est pas encore. Mais aujourd'hui, il y a des entreprises, il y a des sociétés, il y a l'éducation nationale au passage, l'échec scolaire, l'intelligence artificielle peut être utilisée. Tous les débats qu'on voit d'ailleurs, tous les journaux, et j'ai rien contre les journaux, mais c'est cette nouvelle technologie qui va piquer notre job. Et oui, ça va certainement bouger des frontières, mais ça a aussi une capacité à créer des industries. Et quand je vois en France où on a des startups, des groupes innovants, des entreprises du CAC 40 qui exportent, des mathématiciens de renom, etc., on a tous les ingrédients pour être un acteur et créer une nouvelle industrie. Et pourtant, on n'a pas pris ce challenge en se disant qu'est-ce que ça pourrait changer de positif, et après on en aura des conséquences. Sinon, on ne paye que les conséquences. D'accord, et c'est sur ces bonnes paroles que je vous remercie de votre participation à ce débat.